Est-ce encore la peine de présenter le prestigieux invité de notre deuxième session? Disons seulement qu'il a reçu le prix Pritzker en 2008 et qu'il est sans doute l'architecte français le plus connu mondialement. Voici Jean Nouvel qui va échanger avec le directeur adjoint de la rédaction du Point, Jérôme Béglé. J'imagine qu'on les salue, je n'attends rien de moins qu'une ovation. Merci. Bonjour à tous, merci. Bonjour Jean Nouvel. Bonjour, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, jusqu'à Nice. Alors, vous êtes né à Fumel, charmante ville du Lot-et-Garonne, il y a quelques années. Vous avez fait des études à l'école des Beaux-Arts de Bordeaux, puis vous fûtes admis premier au concours d'entrée à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. C'était aussi il y a quelques années. Vous avez d'abord été l'assistant de l'architecte Claude Parent avant d'ouvrir votre première agence en 1970. On vous doit alors quantité de monuments et de musées extrêmement célèbres. On va parler de Paris, l'Institut du monde arabe bien entendu, la Fondation Cartier pour l'art contemporain, le musée du Quai Branly Jacques Chirac. Ajoutons le Centre Culture et Congrès de Lucerne, c'est en Suisse, la Tour Akbar à Barcelone, le Musée national de Centre d'art de la Reine Sofia à Madrid, le Guthrie Theater à Minneapolis aux États-Unis, et plus récemment le Louvre Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis et le National Museum du Qatar. Vous fûtes effectivement décoré, vous avez reçu le Pritzker Prize en 2008, c'est considéré comme le Nobel de l'architecture. Et en France, en ce moment, vous travaillez sur en tout cas 2 projets d'envergure, la Marseillaise à Marseille. Et il est fini celui-là. Il est fini, absolument. Et puis 2 tours qu'on appelle les tours du Haut dans le 13e arrondissement à Paris qui sont en train d'émerger dans le paysage parisien. Alors j'ai une première question qui va vous sembler peut-être un peu étrange, mais qui va permettre de lancer notre discussion. Pour vous, l'architecte est-il un artiste? L'architecture est un art. L'architecture est un art. L'architecture, c'est l'art de construire. Toute construction n'est pas architecture. La différenciation entre architecture et construction a fait l'objet de nombreux livres, vous savez ça. Je pensais, moi, que le champ de l'architecture allait s'élargir. L'architecture, au début, c'était uniquement funéraire, et puis après, des grands monuments, vous savez tout ça. Bon, on a pu penser, il y a une trentaine d'années ou quarantaine d'années, que finalement, le champ de l'architecture allait toucher l'ensemble des constructions, pratiquement. Et en fait, avec le développement qu'on constate depuis un demi-siècle, c'est un peu l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que l'architecture est de plus en plus ignorée. Elle est ignorée par des processus de fabrication urbaine. Et en fait, les architectes, les 9/10 du temps, se retrouvent dans une situation qui ne leur permet pas d'architecturer. Il faut reconquérir le droit d'architecturer. Pourquoi je dis ça? Dans 9 cas sur 10, dans les métropoles, et même dans les villes moyennes, on se retrouve devant des ZAC, zones d'aménagement concerté, où on se retrouve avec des volumes qui sont déterminés, c'est le zoning, et c'est les densités qui sont établies, donc c'est des hauteurs qui sont imposées, ce qui veut dire qu'en général, ils se retrouvent avec un parallélépipède d'une hauteur déterminée, d'une longueur déterminée. En général, on calcule la densité par 3 mètres par niveau, en gros. Et puis, à partir de là, vous pouvez travailler. C'est très difficile de créer de l'émotion dans des conditions comme ça. C'est vrai qu'avec un parallélépipède, on peut faire un chef-d'œuvre ou une catastrophe. Mais enfin, là, s'il n'y a plus de connexion entre les bâtiments et si on ne sait plus où on est et si on ne peut plus agir sur les paramètres, c'est difficile d'être un artiste. Alors, je crois que l'architecte doit avoir l'ambition d'être un artiste. Je crois que ça ne se prête pas à l'autoproclamation. Il y a des architectes qui sont reconnus comme artistes et d'autres qui le sont peut-être moins. Je crois aussi que la différenciation de ce métier fait que beaucoup d'architectes ne se considèrent pas comme des artistes. On est quand même dans un monde actuellement du clonage, on est dans un monde de la prédétermination de la plupart des objets qui arrivent parachutés et sans racines. Alors là, vous évoquez 2 points très importants, ce qu'on pourrait appeler l'étalement urbain et la standardisation des constructions, des immeubles que vous avez évoqués. Alors, d'abord, votre marque de fabrique, si on peut dire, c'est quand vous construisez à Doha, vous ne construisez pas à New York, si j'ose dire. Donc, vous faites très attention au lieu, à l'inspiration et à l'histoire du pays et de la zone, si je puis dire ainsi, dans laquelle vous construisez. Mais l'architecture est la conséquence d'une situation et d'une commande.
Donc si on prend ça comme point de départ, on ne peut pas présupposer ce qu'est le projet initialement. Donc pour moi, a priori, toute architecture est une architecture qui s'élabore en fonction d'une géographie, en fonction d'une histoire, en fonction d'une rencontre, en fonction d'une culture. Et à ce moment-là, naturellement, tous les immeubles devraient être différents. Tous les immeubles devraient appartenir aussi à une stratégie, qui est d'ordre architectural. Ce que je mets en cause actuellement, c'est la frontière entre l'architecture et l'urbanisme, entre l'architecture et l'urban planning. Tout ça, c'est une question de sensibilité. À Shanghai, j'ai fait un petit texte sur l'insensibilité. Bon. L'insensibilité est une maladie assez partagée actuellement, mais si on considère qu'on peut prendre des options urbaines qui sont indépendantes de nos émotions, c'est quand même très très grave. Donc je pense qu'il faut absolument concevoir cette architecture comme unique. C'est-à-dire que ce que vous faites au Qatar... Comme singulière. C'est le livre que j'ai fait avec Jean Baudrillard, les objets singuliers. C'est pas pour faire de la gymnastique. On confond ça tout le temps. Les objets différents ne sont pas là pour être exubérants. Ils ne sont pas là pour créer des événements au sens plastique qui sont en général complètement déconnectés de tout. Non, la différence, elle est liée à des conditions préalables et à une volonté d'expression d'une culture architecturale qui est connectée à une culture générale, qui est connectée aussi à la culture des arts plastiques et des arts visuels, mais pas qu'à ça. Est-ce que vous sentez, dans la ou dans les commandes publiques, que ce soit en France ou dans d'autres pays, une volonté de se singulariser, de tenir compte justement du lieu, de l'histoire et de la culture dont on est issu, ou est-ce que, pour des raisons de simplicité, de moindre risque, on va vous demander le même parallélépipède dont vous parliez tout à l'heure? Je crois que malheureusement, le phénomène dont je parle est assez planétaire. Donc la France n'échappe pas vraiment à ça. Et heureusement, en France, on a quand même une histoire. Et des villes qui sont déjà là, avec quand même des centres-villes constitués, avec une sédimentation historique, avec des sites qui ont quand même été plutôt protégés tant que faire se peut. Pas toujours très bien, mais quand même. Donc on n'est pas quand même dans le pire cas. Mais ce que je constate, en tous les cas, c'est qu'il y a une dégradation totale de notre patrimoine. C'est-à-dire que actuellement, vu les conditions de production que j'évoque, il n'y a plus de relation entre les bâtiments eux-mêmes. On considère que la relation entre deux bâtiments, ce n'est pas de l'architecture, c'est préalable. On vous l'a donné comme ça. Donc tous les bâtiments, en fait, sont autistes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un petit développement urbain qui se fait là, on fait une petite patate, on dit que c'est en cause de 3, on dit que ça ne montera pas à plus de hauteur, on met un ou deux équipements et puis on continue. Donc tous les immeubles ne peuvent pas créer une architecture au sens urbain. Donc je rappelle qu'une ville, normalement, ça se trace. Et ça ne se trace pas en une fois, parce qu'une ville, c'est une sédimentation historique sur des millénaires, souvent. Mais ça se trace. Tant qu'on considérera qu'on peut faire d'une ville par simple adjonction comme ça et de choses complètement indépendantes et qu'on va créer des infrastructures préalables qu'on va renforcer par rapport à la présentation de M. Picon, moi ce que je crois c'est que les infrastructures devraient être de moins en moins lourdes. C'est-à-dire qu'on va dans une évolution qui est celle de l'immatériel. Et que finalement, la Smart City, elle peut aller partout. Et il reste encore quelques câbles, mais tout ça, ça se passe par les ondes et ce n'est pas fini. Tout le problème de la dématérialisation, il ne fait que commencer. Et c'est très optimiste comme vision aussi, et très réaliste, parce que créer des énormes infrastructures dans les pays ou les continents qui sont en développement, comme l'Afrique et tout ça, c'est très compliqué et c'est très cher. Alors que maintenant, avec tous ces réseaux, on peut amener l'information absolument partout, y compris dans des architectures qui ont 3 siècles et sans toucher à rien. Y a-t-il une ville ou une zone urbaine qui
tente à respecter cela, qui réfléchit à son développement et qui ne fonctionne pas par patate, si j'ose dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Mais je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui, en tous les cas je ne connais pas ça, de villes urbaines qui fonctionnent sur des objectifs sensibles. C'est-à-dire, très pessimiste. J'ai toujours défendu les règles sensibles. Alors, ça peut paraître un oxymore, ça en est sûrement un, mais pourtant, c'est bien à partir de ces données préalables-là qu'on devrait définir les règles. Ce que je défends, c'est une élaboration des territoires, et que cette élaboration des territoires puisse se faire à partir d'un objectif. C'est-à-dire que ce qui manque, c'est quelqu'un qui va imaginer, à un moment donné, le futur de la ville. Le futur de la ville à l'échelle territoriale. Si le futur de la ville est imaginé à un niveau territorial, il va y avoir des zonings qui ne seront pas les mêmes. Il va y avoir des règles urbaines qui ne seront pas les mêmes. Il va y avoir des règles sensibles sur la couleur, sur les matériaux. Il va y avoir des tas de choses qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, il faut retrouver la continuité avec une sensibilité historique. L'histoire et la culture, ça ne se balaye pas d'un coup quand même. Ça pourrait quand même peut-être résister un peu plus encore. Oui, et ça peut peut-être revenir aussi quand même. On n'est pas condamné quand même à cette mondialisation de clonage dans tous les développements urbains. Et je pense qu'il faut absolument prendre des positions politiques claires par rapport à ce qui est présenté comme des impossibilités. C'est-à-dire que l'homme politique, le politique, doit prendre conscience qu'il y a des décisions à prendre qui sont d'ordre territorial, qui sont de l'ordre de la protection. Le rôle de l'État, c'est de protéger les paysages et de protéger le patrimoine construit. C'est de prendre en compte toutes les données écologiques aujourd'hui et de développement durable aujourd'hui. S'il n'y a pas des règles préalables, qui ne sont pas locales, celles-là, qui devraient s'appliquer à tout le territoire, à partir de là, il faut donner le pouvoir aux élus locaux, ça va de soi. Mais si on ne met pas en place une politique comme celle-là, ça va continuer. Ça va continuer et la dégradation de nos paysages, les entrées de ville, maintenant c'est plus des entrées de ville, il reste un petit noyau au milieu et on passe son temps à entrer dans une incohérence totale. Bon, donc on ne peut pas continuer comme ça. Et ça, c'est une décision d'ordre politique. Ce que j'attendais de notre président, et ce que j'attends peut-être encore, c'est qu'il y ait des décisions politiques à ce niveau-là, parce que la France a un patrimoine quand même d'une telle profondeur, que ce soit sur le plan géographique ou sur le plan historique, que si on laisse détruire ou abîmer des choses comme ça, ça sera très très difficile à réparer avec le temps. Une ville, ça bouge. Il y a des décisions qui sont prises qui sont d'ordre esthétique et volontaire, mais il y a aussi une transformation de la matière de la ville qui se fait au fur et à mesure en essayant d'améliorer cette situation, une sorte d'évolution par concrétion et par petites modifications, par petites touches, qui est essentielle à la profondeur de la ville. Alors, avant d'évoquer l'étalement urbain, qui est un des mots de notre siècle et de notre société, vous aviez suggéré il y a quelque temps, dans de vos prises de position, la création d'ateliers d'élaboration de territoire. Je voudrais que vous nous expliquiez ce que c'est. Vous l'avez dit en creux là, mais quelle forme ça pourrait prendre et quelle utilité ça aurait? C'est l'outil que je propose pour arriver à faire cela. Ce que je crois, c'est que la méthode serait la suivante, c'est-à-dire que l'État déciderait donc d'offrir, entre guillemets, à chaque métropole ou à chaque grande ville ou à chaque ville, une étude sensible, une étude urbaine, une étude globale sur l'avenir de ce territoire, puisque les territoires ont différentes échelles. Il y aurait une commission culturelle de très haut niveau, d'habilitation, je pense qu'elle devrait être internationale d'ailleurs, et qu'elle devrait être pluridisciplinaire, mais qui va sélectionner un certain nombre de personnes qui pourraient être ce que j'appelle des metteurs en ville. Bon, c'est sur le même principe que finalement on sélectionne un directeur de théâtre pour un grand équipement national sur une dizaine d'années, ou un chef d'orchestre pour un grand concert hall. Donc, et c'est quelqu'un qui arriverait avec son équipe. Il y en aurait 3 comme ça qui feraient des propositions assez sommaires pour commencer, qui feraient l'objet d'une vraie discussion populaire.
parce que dans un système comme ça, plus personne n'est oublié. Bon, et finalement, les élus choisiraient un de ces metteurs en ville. Et là se constituerait un atelier sur place qui intégrerait à la fois toutes les personnes concernées au niveau local, au niveau de la ville, au niveau des régions, au niveau des métropoles, etc., et au niveau de l'État. Bon, et qui seraient en même temps, comme les CHU, des lieux d'éducation, et qui intègreraient aussi, évidemment, tous les acteurs professionnels et artistiques qui seraient intéressés par tout cela. Donc ça serait un véritable carrefour, un véritable lieu de création. Sur l'ensemble du territoire, il y en aurait de différentes échelles, et à partir de là, on commencerait à imaginer une ville qui commence à bouger avec ses objectifs. Ensuite, ces objectifs changeraient peut-être au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, on peut les réadapter, évidemment. Mais on serait sûr d'aller dans le sens d'une amélioration du système, du système existant, et surtout, on aurait une vision à terme de quelque chose qui serait positif pour tout le monde. L'étalement urbain, on voit bien lorsqu'on voyage un petit peu en France ou dans beaucoup d'autres pays dans le monde entier, que les villes croissent, pas forcément de façon très heureuse. Est-ce qu'on peut lutter contre cela? Est-ce que justement les AET dont vous parliez à l'instant pourraient être un outil pour vaincre cela? Et puis, ça a donné lieu, cet étalement urbain, à des banlieues. On sait qu'en France, en tout cas, les banlieues, c'est pas non plus très heureux et c'est ni une architecture ni un lieu de vie très prisé par ceux qui l'habitent. Est-ce qu'il y a un moyen d'endiguer cela, ou est-ce que malheureusement on est parti pour avoir ces problèmes pendant des dizaines d'années encore? Beaucoup de courage politique, c'est vraiment possible. C'est-à-dire c'est une loi comme la loi du littoral, en fait. Même si les villes représentent beaucoup de personnes à l'échelle planétaire, on a entendu ça, sur le plan territorial, c'est quand même très limité par rapport à l'ensemble du territoire. Donc, moi je pense qu'il faut arrêter l'étalement urbain sur une limite de l'agglomération à un certain moment. Une ligne rouge. À partir de là, on ne touche plus. On ne touche plus aux terres agricoles, on ne construit plus, sauf exception. Ça ne veut pas dire qu'on arrête le développement urbain. Ça veut dire que dans ce périmètre, la croissance doit se passer à l'intérieur, mais ce territoire est déjà si discontinu que vous avez beaucoup de possibilités. Et si vous faites ça, vous pouvez créer une limite du construit et de la nature qui se prête à des parcs périmétriques, à du maraîchage, à des jardins privés, à une agriculture urbaine, etc. Bon, donc c'est quelque chose qui change fondamentalement le mode de vie de tout le monde. Et c'est à partir de là qu'il faudrait continuer à remettre sur la table la dimension urbaine et architecturale qui a disparu. Actuellement, il y a des objets architecturaux qui arrivent, il n'y a plus d'architecture urbaine qui arrive, c'est fini. Pour rester sur le non-étalement urbain, ça veut dire que quand même, on construirait, puisqu'on ne peut plus s'étaler sur une zone géographique, on construirait des tours. On serait sur les hauteurs. On n'est pas, vous savez, Paris, c'est une densité énorme, mais ce n'est pas du tout. Donc ça dépend. La typologie, c'est encore autre chose. Je crois que quand on a un territoire, je crois qu'il y aura des tropismes là-dedans. C'est-à-dire qu'on ira vers quelque chose qui tend à se dédensifier, vers des endroits qui se densifient beaucoup plus fortement. Tout ça sera senti et ressenti en fonction des constructions qui existent, en fonction des paysages qui sont là, en fonction de l'invention de quelque chose aussi. Ça permet d'inventer en continuité avec l'histoire d'un territoire et d'une ville. Donc c'est un autre processus. Mais ça ne veut pas dire, et surtout pas, qu'on va avoir une série de tours autour de chaque ville. Ça, c'est ce qui se passe quand on laisse faire tout et n'importe quoi. Ça permettrait de ne pas le faire. Néanmoins, l'avenir nous enseigne sans doute qu'il va falloir loger de plus en plus de gens dans des espaces restreints. Je ne crois pas du tout à ça. Je crois que la norme aboutit aussi à cette incroyable chose, c'est que c'est le foncier qui oblige actuellement à réduire la taille des appartements.
Le prix du foncier oblige à cela. Oui. Actuellement, un 3 pièces est passé de 75 mètres carrés il y a une vingtaine d'années à 60 et quelques mètres carrés. Donc on a perdu plus d'une pièce. Je crois que chaque ville devrait établir elle-même ses propres caractéristiques. Je crois que les règles, le plaisir d'habiter n'est pas le même à Lille et à Nice. On devrait avoir des espaces qui sont autorisés ici et encouragés ici, qui devraient être des espaces extérieurs, semi-extérieurs, et on devrait aller vers une durable. Vous savez ce que ça veut dire, durable? Ça veut dire que ça va durer et qu'on a envie de le conserver. La première caractéristique de durable, c'est quelque chose qu'on veut conserver. Je peux vous garantir qu'avec les règles durables qu'on a données pour bon nombre d'immeubles, ils ne resteront pas longtemps. Hein. Je vous pense que dans quelques générations, ils vont être démolis, mais vite. Donc, durable, ce n'est pas un coefficient d'isolation, ça ne suffit pas. C'est créer le désir de vivre quelque part et pouvoir améliorer à chaque fois les conditions de vie et penser avant tout au plaisir, effectivement, au plaisir de vivre là, à l'art de vivre. Hein. Il faut revenir à l'art de vivre et à l'invention de la vie et se préoccuper aussi beaucoup plus de ce qui est déjà là depuis un certain temps, parce que la ville, quand même, à chaque fois, on a vu ça avec les films de science-fiction, on a l'impression que la ville ancienne a disparu. Blade Runner a été la première exception, mais 99% ou 90% de la ville de 2050 est déjà là. Bon, ce qui va bouger, c'est une proportion uniquement. Donc il faut absolument prendre en compte ces données de durabilité et ces données de plaisir qu'il y a à inventer le plaisir de vivre. Vous définiriez comme un architecte français, comme un architecte parisien, comme un architecte européen, ou comme un architecte qui finalement, à force de respecter l'histoire et les contraintes, mais aussi les atouts de chaque pays dans lequel il travaille, est devenu très cosmopolite? Non, je suis un architecte français par culture et je le revendique, mais ça ne m'intéresse, ça ne m'empêche pas de pouvoir répondre à des tas de questions qui sont en dehors de mon territoire et de considérer que l'architecture est un art transversal. Où est-ce que vous avez le plus de plaisir à travailler? Parce que c'est possible, justement, parce que le champ des possibles est ouvert, parce que vous n'êtes pas contraint par des règles et des... Non, je trouve que quand on est un contextualiste comme moi, on n'a pas automatiquement de préférence pour un lieu ou pour faire quelque chose. Bon, il y a des lieux dont on tombe amoureux, il y a des lieux qui correspondent à notre vie, il y a tout ça. Mais chaque question posée devient vite, si le rapport avec le client est bon, devient vite quelque chose d'unique et une aventure à chaque fois. Et chaque projet devient à chaque fois une invention. Donc je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour tout le monde, et surtout pour ceux qui vont le vivre. Très bien. Alors avant de donner le micro à quelques personnes dans la salle qui voudraient vous poser des questions, il y a un thème en ce moment qui agite beaucoup d'esprits, c'est la fameuse flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors certains disent qu'il faut la reconstruire à l'identique, d'autres disent qu'il faut un geste architectural, d'autres disent on ne va pas la remettre. Vous, quelle est votre école de pensée? Est-ce qu'il faut reconstruire la flèche de Viollet-le-Duc, ou est-ce qu'il faut se dire on est en 2020 ou 2021 et on va lancer un grand concours international d'architectes pour faire un truc qui marque l'esprit et l'époque? Ma conviction, qui n'est que la mienne, c'est que le patrimoine existe. Et que les témoignages d'histoire et de civilisation, si on les détruit, il y a quelque chose qui passe mal. Donc, il ne faut pas perdre de vue que Notre-Dame n'est pas démolie. Sa toiture qui a un peu souffert, elle est là à 90% ou 95%. En plus, Viollet-le-Duc est un expert de l'art gothique dans des dimensions absolument incroyables. Et je ne sais pas qui est capable de refaire une flèche comme Viollet-le-Duc. Et refaire du néo-gothique sur le néo-gothique architectural de Viollet-le-Duc, ça me paraît une aventure un peu risquée. Voilà. Donc je pense que très logiquement, ce n'est pas vrai dans tous les cas, mais dans un cas comme celui-là, il est évident qu'il n'y a pas de discussion sur le caractère historique fondamental de ce qui est là. Donc il faut le reconstituer, ce n'est pas une question de foutre un clou en métal qui est d'aujourd'hui dans les jonctions de la charpente, ça n'a aucune importance. Mais l'essentiel de la chose doit être exactement ça,
Et ensuite, on peut se poser à cette occasion des questions sur l'intervention du XXIe siècle à Notre-Dame de Paris, parce que c'est quand même dans les lieux d'histoire qu'il faut à chaque fois être le plus exigeant et le plus inventif. Ce qui est dramatique à le patrimoine, c'est qu'on le laisse comme ça dans le formol, on n'y touche plus. Souvent, les lieux périssent parce qu'on ne sait pas quoi en faire. C'est très important d'inventer à chaque fois, d'inventer à l'intérieur des bâtiments. Ça peut être des très petites choses, mais il faut garder tous ces bâtiments en vie par des inventions de différentes échelles et en approfondissant aussi les lieux. Il faut bien voir que toutes les architectures importantes historiques, ou la plupart, sont quand même faites par des sédimentations historiques. Donc on peut rajouter quelque chose, ça peut exister. Par exemple, les gargouilles à Notre-Dame. Mais les gargouilles de Notre-Dame, ils les avaient refaits et redessinés de façon assez osée, mais réussie quand même. Non, mais, il ne s'agit pas à chaque fois d'aller changer quelque chose qui est considéré comme un témoignage d'époque formidable. Le but de l'architecture, c'est quand même des buts essentiels, c'est quand même ça. C'est témoigner de l'époque quand même. Ce qui nous fait plaisir dans une ville, c'est bien de voir ce que nos ancêtres avaient envie de construire, comment ils le construisaient, ce qui leur faisait plaisir et tout ça. Donc il faut garder tous ces témoignages-là. Malheureusement, le patrimoine du XXe siècle n'a pas été protégé. Beaucoup de choses ont été démolies. Si vous regardez tout l'art 50, par exemple, tous les bars, tous les cinémas, etc. Bon, il reste pratiquement plus de traces de ça. Il y a pratiquement plus d'architecture domestique liée à ça. Donc garder le parfum, je dirais, et le témoignage de toutes ces époques, c'est quand même une chose fondamentale pour nos enfants, quand même, non ? Vous avez été très clair. Voilà. Avez-vous, mesdames, messieurs, des questions à poser à M. Jean Nouvel ? Sinon, j'ai d'autres questions dans ma besace. Profitez de sa présence, oui. On va vous tendre Madame. le micro. Non, on va vous donner un micro. Bonjour, Monsieur Jean Nouvel, Gaspard Lepron. En fait, on parle depuis tout à l'heure d'un caractère très pragmatique à beaucoup de choses, notamment à l'architecture. Et moi, ce qui m'interpelle maintenant sur de nombreuses choses, c'est qu'on parle très peu de magie dans l'histoire. Pour moi, l'architecture, c'est quelque chose qui est en rapport direct avec la magie de ce qui a été créé. Et j'aimerais savoir comment vous voyez cette magie dans l'architecture actuelle. Je crois que l'architecture, c'est un art d'émotion, et d'émotion forte. C'est-à-dire que l'architecture ne se laisse pas enfermer, je dirais. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous aurez vu un film ou un dessin ou je ne sais pas quoi. Bon, si vous n'y êtes pas, vous ne pouvez pas comprendre. Mais quand vous êtes dedans, il se passe quelque chose qui est l'ordre de l'émotion à chaque fois. Donc ce qu'on doit rechercher, c'est à chaque fois cette émotion liée au génie du lieu, liée à l'approfondissement d'une histoire dans un lieu donné. Et ça, bon, évidemment, il ne faut surtout pas tuer ça. Et c'est bien ça qu'on est en train de tuer actuellement, souvent. Oui. Je vous sens très pessimiste. C'est-à-dire que vous pensez qu'en 2010-2020, on ne construit pas mieux qu'il y a 25 ans, 30 ans, qu'on n'a pas appris de ses erreurs, qu'on n'a pas appris de certaines laideurs qui nous entourent ? Écoutez, il n'y a pas de progrès dans l'art, il y a des gens qui l'ont dit avant moi, il n'y a pas de progrès dans l'architecture non plus. De ce point de vue-là, il y a des techniques qui sont différentes, mais l'art préhistorique est aussi respectable que l'art d'aujourd'hui, et les architectures de cette époque aussi. Donc, c'est pas une question. On a évidemment d'autres moyens, et on va jouer avec ces moyens, en particulier sur la dématérialisation, sur les techniques qui permettent des choses absolument impossibles il y a simplement 10 ou 15 ans, et ça va aller comme ça. Mais ce n'est pas un progrès au sens réel du terme. Esthétiquement, vous pensez que les villes d'aujourd'hui ne sont pas plus jolies que celles d'il y a 30 ans ? Non, je crois qu'aujourd'hui, les villes d'aujourd'hui sont à 90% quelque chose qui n'a rien à voir avec l'architecture. C'est de la construction, au sens trivial du terme. Bon. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette ambition. Amour, ambition. Hein, c'est les deux. Les deux A. Ouais. Si l'architecte n'a pas en lui cette ambition et cet amour de la situation,
jamais il arrivera à faire quelque chose, quoi. Donc il faut absolument qu'un architecte ait cette envie et se sente le devoir, et surtout dans des sites un peu particuliers, mais partout, a priori quand même, se sente le devoir de pérenniser quelque chose et d'être à la hauteur de l'histoire d'un lieu. Et ça n'existe plus. Hein. Ça n'existe plus, enfin ça existe encore un peu. Il y a quand même quelques bâtiments qui existent comme ça et quelques architectures qui existent encore. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais je veux dire, ce que je dis, c'est que ce champ de l'architecture, il se réduit quand même. Voilà. Merci beaucoup, Jean Nouvel. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci messieurs. On se fait une petite pause technique d'1 minute et on est à vous tout de suite.